La dernière lueur d'une bougie. C'est étrange comme une seule phrase peut tourner en boucle dans votre esprit pendant des jours, voire des semaines. Ce soir-là, après le dîner, alors que les rires s'étaient estompés et que le silence s'était installé dans la maison, Enzo m'a regardé avec des yeux qui n'appartenaient pas vraiment au garçon que j'avais élevé. Il y avait quelque chose dans son regard, non pas déplacé, mais profond, comme s'il me voyait pour la première fois. Et puis, il a prononcé ces quelques mots qui résonnent dans ma tête depuis. Mais avant de te raconter ce qui s'est passé, je veux savoir d'où tu viens ce soir. J'adore lire où tout le monde est. Maintenant, laisse-moi te ramener à ce soir-là. C'était un de ces dîners où tout le monde était présent. Ma sœur préparait son fameux gratin. Mon frère racontait les mêmes blagues qu'il raconte depuis 10 ans, et la salle à manger brillait de la lueur des bougies qui vacillaient sur la table. Les assiettes tintaient, les verres reflétaient la lumière, et il y avait ce bourdonnement réconfortant de voix qui se chevauchaient. Enzo était plus silencieux que d'habitude. Il n'a jamais été du genre à rivaliser avec le bruit de la foule, mais j'ai remarqué qu'il me jetait des coups d'œil à plusieurs reprises. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Peut-être avait-il juste besoin de plus de pommes de terre, ou peut-être était-il perdu dans ses pensées. Mais ce n'était pas que des regards, il y avait une douceur dans son expression, de celle qui donnait l'impression qu'il observait, écoutait, rangeait quelque chose. Alors que les dernières assiettes étaient grattées et que les chaises commençaient à bouger, le bruit s'est éloigné. Un à un, les manteaux s'échangeaient, des au revoir étaient prononcés, et la porte se refermait derrière chaque pas. Je suis restée dans la cuisine à empiler les assiettes, rincer les verres, laissant les restes de la soirée s'installer. C'est là que j'ai réalisé que nous étions seuls. La maison, autrefois si bruyante, était maintenant suffisamment silencieuse pour que j'entende le faible bourdonnement du réfrigérateur et le léger tic-tac de l'horloge au-dessus de la cuisinière. Enzo s'appuya contre la porte, les mains dans les poches, me regardant avec le même regard indéchiffrable qu'au dîner. « Tu n'es pas obligé de m'aider », dis-je avec un léger sourire, tout en essuyant la table. « Vas-y, détends-toi. La journée a été longue. »« Ce n'est rien, » dit-il en s'approchant. « C'est agréable d'être ici. » Il y avait quelque chose dans sa façon de dire les choses, lentement, avec mesure. Cela me fit marquer une pause. Je gardais les yeux fixés sur le torchon que je tenais à la main, traçant des cercles sur le bois, mais je percevais sa présence derrière moi, immobile et silencieuse. Nous avons d'abord parlé de choses futiles, comment le rôti s'était déroulé, que le temps était étrange pour une fin de saison, que ma sœur insistait toujours pour apporter trop de nourriture. Mais sous nos paroles, un silence régnait, un poids inexprimé qui pesait sur nous. Quand je me suis enfin tournée vers lui, il était suffisamment proche pour que je puisse distinguer le léger pli près de son sourcil gauche. « Celui qui se dessine quand il semble différent ce soir, » dit-il soudain. Ces paroles me prirent au dépourvu. « Et différent » répétai-je, en essayant de garder une voix légère. « Pas dans le mauvais sens du terme, » dit-il. « Juste, je ne sais pas, plus heureuse. Comme si tu rayonnais. » J'ai ri doucement, plus pour remplir l'espace que par amusement. « Ça devait être le vin, » dis-je. Bien que ses yeux me disaient qu'il n'y croyait pas. Je m'occupais à verser le reste du vin dans 2 verres, un pour lui, un pour moi. Et nous nous sommes assis à nouveau à la table, cette même table qui avait été si bondée plus tôt. Maintenant, l'espace entre nous retenait chaque fil, chaque petit mouvement. La bougie au centre avait presque brûlé. Elle s'accumulait à sa base, projetant des ombres sur son visage, se fixant dans ses yeux d'une certaine manière. Cela les rendait plus ouverts. Nous avons davantage parlé, de son travail, des choses pour lesquelles il aurait aimé avoir du temps, de la vitesse à laquelle l'année s'était écoulée. J'ai réalisé que nous ne parlions pas seulement d'emploi du temps ou de loisirs, nous parlions de la vie, de ce qui comptait vraiment. Et dans cette conversation, les murs que j'avais construits au fil des ans se sont légèrement effondrés. Il écoutait vraiment, d'une manière qui faisait de moi non seulement une mère, non seulement Laura d'un autre dîner, mais une femme avec ses propres pensées, ses rêves et ses peurs cachées. Lorsque l'horloge a sonné doucement dans le salon, j'y ai jeté un coup d'œil, surprise par l'heure tardive. « Tu devrais probablement rentrer, » dis-je, cependant je ne voulais pas que la nuit se termine. Mais au lieu de se lever, Enzo se pencha en avant, les bras posés sur la table, la voix basse mais assurée. « Voilà le truc, dit-il.
Je ne suis pas prêt à partir encore. C'était une déclaration si simple, mais elle me frappa comme une pierre tombée dans une eau calme, d'une manière inattendue. Il n'y avait aucune précipitation, aucune exigence dans son ton, juste de l'honnêteté. Et j'étais frappé par l'importance que cette honnêteté avait prise dans ma vie. Je le regardais longtemps, cherchant la bonne réponse. Mais avant que je puisse parler, il dit autre chose, des mots qui me resteraient en mémoire pendant des nuits, des mots qui me feraient le voir sous un jour entièrement nouveau. Je ne suis pas prêt à partir encore, répéta-t-il. Et le silence de la cuisine semblait s'installer, attendant. La bougie entre nous s'était consumée jusqu'à devenir un cratère de cire, sa petite flamme s'inclinant à gauche, puis à droite, comme si elle aussi écoutait. Mes mains tremblaient légèrement, comme elles le font avant de trouver des mots pour l'expliquer. Et d'accord, dis-je. Alors, reste. Il hocha la tête sans bouger, son regard fixe et doux, porteur de quelque chose que je ne pouvais nommer. L'espace d'une seconde, je me demandais s'il avait besoin d'argent ou s'il s'était passé quelque chose au travail qu'il ne voulait pas partager devant tout le monde. Mais ce n'était pas un problème que je lisais sur son visage. C'était de la tendresse, et le poids que la tendresse porte lorsqu'elle est retenue trop longtemps. Maman, commença Enzo, le mot interférant dans la pièce aussi doucement qu'une main sur mon épaule. Il faut que je te dise quelque chose. J'aurais dû te le dire il y a longtemps. L'horloge tournait, le frigo s'agitait. Les années qui nous séparaient s'alignaient comme des photos dans une boîte à chaussures, les pièces de théâtre à l'école, les dents perdues, les vélos cassés, la fois où il a attrapé la grippe et a dormi sur le canapé pendant que je préparais la soupe et baissais le son de la télévision. Sur toutes ces photos, je me voyais bouger vite, me fixer, me lisser, m'en sortir. J'ai brièvement regretté de ne pas avoir bougé plus lentement, de ne pas avoir appris à admirer un coucher de soleil comme on s'assoit devant un coucher de soleil, sans essayer de le changer, juste en le voyant. Et depuis que papa est mort, dit-il, depuis que la maison est devenue trop silencieuse et que tu as commencé à tout faire toute seule, je me suis dit que je serais fort, que être fort signifiait ne rien dire qui puisse alourdir ton fardeau. Mais je crois que le silence en a ajouté davantage. Un souffle, le regard baissé vers ses mains, de grandes mains expertes, celles de son père. J'ai dégluti, essayant de ne pas laisser mes yeux me trahir. Quoi, dis-je. Il continua. J'aurais dû être plus présent. J'aurais dû prendre des nouvelles plus souvent, appeler plus souvent, venir sans raison, comme quand j'allais dans la cuisine pour une part de pomme pendant que tu cuisinais. Je ne savais pas comment être là pour toi sans que tu me le demandes, et tu ne me le demandais jamais. Quelque chose en moi, quelque chose d'infime et de vieux, s'est agité, une part qui avait appris à vivre sous les courses de la journée et les plats du soir. Je ne savais pas comment demander, dis-je. Demander, c'était comme admettre que je n'arrivais pas à me retenir. J'ai toujours pensé que j'étais ce genre de personne, même quand je ne l'étais pas. Il m'a adressé un petit sourire triste et contagieux. Tu es cette personne. Je crois que je tiens ça de toi. La bougie vacillait si faiblement qu'un filet de fumée s'éleva et se dissipa. J'ai attrapé le verre d'eau que je buvais et l'ai poussé vers la bougie pour l'éteindre. Puis je me suis arrêtée. Laisse-la se consumer toute seule, dis-je. D'accord, répondit-il. Nous étions assis dans le doux tic-tac de la faible lumière. Dehors, la nuit était d'un noir profond, les fenêtres se miroitant, la cuisine devenant un miroir d'elle-même. Il s'est adossé à sa chaise, les coudes sur la table, comme je le grondais quand il était jeune. Je n'ai rien dit. Laisse les coudes tranquilles, laisse les règles tranquilles. Voici l'autre partie, dit Enzo. J'ai peur, parfois. J'ai toujours été celui qui répare les choses au lieu de les nommer. J'avais peur de te perdre à cause de cette armure que tu portes, qu'un jour je passerai et que tu sois une étrangère pour moi, comme le chagrin transforme les gens qu'on aime en étrangers. J'avais peur de le dire à voix haute, car cela me semblait pouvoir le rendre vrai. Je retins mon souffle. Il n'y avait aucune accusation dans sa voix, juste une vérité simple et humaine qu'il avait gardée cachée. Je repensais à toutes les fois où j'avais rempli le silence avec des tâches. Puis-je te dire quelque chose, dis-je, inquiète. Il hocha la tête. J'avais peur aussi, pas de toi, mais de la façon dont je commençais à disparaître dans le concret. Il est plus sûr d'être celle qui contrôle que celle qui est dans le besoin.
Et j'avais peur que si je te demandais de rester pour une tasse de thé ou d'aider à réparer la charnière du garde-manger, tu ne vois les parties les plus sensibles qu'on cache, celles qui regrettent encore ton père dans la trace d'eau de Cologne sur une vieille écharpe, celles qui regardent la chaise vide à table et entendent des blagues que personne n'a racontées ce soir. Je ne voulais pas te tendre ce fardeau et te demander de le porter. Maman, dit-il doucement, mais fermement, je veux porter ce qui m'appartient. Quelque chose se souleva alors, juste un tout petit peu, comme une fenêtre qui s'entr'ouvre dans une pièce fermée. Pas une bouffée d'air frais, mais un premier souffle. Je réalisais que j'attendais ces mots précis sans même m'en rendre compte. Enzo prit son verre, puis le reposa, traçant le cercle d'eau qu'il laissait, comme je traçais des cercles sur la table avec la nappe. Il y a encore une chose, dit-il, les yeux toujours rivés sur le cercle. Je vois quelqu'un, un professionnel, pour mon stress. Je parle simplement à quelqu'un. J'apprends à dire ce que je pense sans en faire un plan ou une tâche. Je ne te l'ai pas dit parce que je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Un frisson me parcourut, fierté, soulagement, les deux mêlés. Je suis contente que tu me l'aies dit, dis-je. Je suis contente que tu sois parti. Ça m'a aidé, dit-il. Ça m'a aidé à voir que je n'ai pas besoin d'être parfait pour être présent, que parfois, ce dont tu as besoin de moi, ce n'est pas une solution miracle, c'est une chaise à table et une heure sans mon téléphone. J'ai ri alors, un petit rire sincère, le genre qui surprend par sa légèreté. Exactement, dis-je. Une heure sans ton téléphone, peut-être deux. Je te donnerai un dessert pour adoucir l'affaire. Il inclina la tête avec un large sourire cette fois. Un dessert, et marché conclu, dit-il. C'est un bon marché. La bougie s'est enfin éteinte dans un léger soupir. Nous avons tous deux regardé la fine volute de fumée s'élever et se dissiper. La pièce semblait plus sombre sans elle, et d'une certaine manière, plus honnête, comme si la nuit s'était enfin installée au lieu de frapper de l'extérieur. Je me suis levé pour rincer nos verres, et il se leva aussi, me passant le torchon sans un mot. Nous avons travaillé côte à côte, non pas avec l'agitation d'un grand nettoyage, mais au rythme tranquille de deux personnes qui ont posé quelque chose de lourd. Une fois la dernière assiette empilée, nous sommes allés au salon. Le canapé s'affaissait légèrement, comme toujours. Le plaid était plié de travers, comme je plie les choses quand je suis fatigué. Il s'assit le premier, puis tapota la place à côté de lui. La lampe projetait une douce lueur ombrée sur le tapis, le genre de lumière qui atténue les rayures du parquet et redonne à une maison son aspect d'origine. J'ai trouvé quelque chose, dit-il en attrapant la vieille boîte en bois posée sur l'étagère basse de la table basse, celle qui appartenait à mon mari, avec son petit loquet en laiton. Il l'ouvrit avec précaution, comme si la charnière appartenait à une autre époque. À l'intérieur, les lettres étaient empilées, attachées avec du papier décoloré. Je ne savais pas que tu avais regardé là-dedans, dis-je. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, répondit-il. Je pensais que c'était, je ne sais pas, interdit, sacré. Mais la semaine dernière, quand tu étais dans le jardin, j'ai demandé si je pouvais en lire une. Et tu as acquiescé. Tu n'as pas levé les yeux, mais tu as acquiescé. Je me souvenais de la lumière du soleil sur ma main, de ma main enfouie dans la terre, et combien cette permission silencieuse m'avait semblé juste. J'hochai la tête de nouveau, et il prit une lettre de la pile. Elle date du printemps suivant ma naissance, dit-il en dépliant le papier avec une inquiétude qui me serra la gorge. Il a écrit sur sa fatigue, la longueur de ses nuits, et le fait qu'il n'avait jamais été aussi amoureux de quelqu'un qu'il avait à peine rencontré. Il avait peur, lui aussi. Il a écrit que la peur était une forme d'amour qu'il ne reconnaissait pas encore. Il me tendit la lettre, et je la pris, traçant l'inclinaison de l'écriture, les boucles qui me rappelaient toujours les vagues d'une plage que nous avions visitée autrefois. J'ai relu le paragraphe lentement, entendant la voix de mon mari dans les mots, sa façon de rire de lui-même, adoucissant une dure journée en la qualifiant de bonne en devenir. Je pense qu'il aimerait ça, dit Enzo. Nous parler ainsi, inventer une histoire à partir des moments difficiles, tant qu'ils sont encore présents. Il aurait dit qu'il fallait nommer ce qui nous effrayait. Il a dit, les secrets deviennent lourds si on ne les pose pas sur une table et qu'on ne les regarde pas à la lumière. Enzo s'est penché en arrière, expirant. Alors, en voilà un autre que je dois poser, dit-il.
Je me prépare, sans le vouloir. Je compte déménager, pas très loin, en ville. C'est l'occasion d'habiter plus près du travail, et je peux m'offrir un endroit plus calme. Mais je ne voulais pas te l'annoncer à un dîner avec tout le monde. Je ne voulais pas que cela donne l'impression que je te quittais. Le mot partir se répandit dans la pièce, se logeant dans les coins. J'ai senti sa forme en une longue seconde. Je n'ai pas parlé, ni par colère, ni par douleur, mais parce que je voulais être honnête. Je l'ai regardé, sa posture prudente, son visage ouvert, la façon dont il annonçait la nouvelle comme une assiette délicate qu'il avait peur de laisser tomber. « Merci de me l'avoir dit, dis-je. Merci de m'avoir confié la vérité. Je veux que tu construises une vie qui te ressemble. Je veux que tu aies le calme que tu n'avais pas quand la maison était pleine de cousins et de chaos. Je veux que tes matins soient des débuts, pas des obligations. » Ses épaules se détendirent légèrement. « J'avais peur que tu entendes bouger et que tu penses à abandonner, dit-il. Je l'ai entendu, dis-je, aussi honnête que possible. Pendant une seconde, je l'ai entendu. Mais ensuite, je me suis souvenu de ce que tu as dit plus tôt sur la présence. Bouger ne l'efface pas. Cela te demande juste de rester, répéta-t-il. C'est un bon mot. Nous pouvons faire de nos dimanches les nôtres, dis-je. Chaque semaine, sans exception. On cuisinera quelque chose de simple, on s'assiera sans téléphone, on lira une lettre dans la boîte et on racontera une anecdote sur les petites choses qui ne sont pas liées aux tâches ménagères. Juste ce qu'on a remarqué. C'est comme ça que la présence se développe, volontairement. Son regard croisa le mien à la lumière de la lampe, et il hocha la tête. J'aime bien ça, dit-il. J'aime beaucoup ça. Bien, dis-je, et une certaine sérénité s'installa. Et quand viendra le jour du déménagement, je serai là avec du ruban adhésif et des étiquettes, insistant pour étiqueter une boîte joie de la cuisine, et tu lèveras les yeux au ciel, et je le ferai quand même. Il rit, un son simple et sincère. Marché conclu, dit-il. Mais seulement si tu étiquettes une autre boîte lettre du lundi prête. On a discuté alors, comme on parle à la fin d'un long voyage qu'on ne savait pas avoir entrepris, doucement, reconnaissant d'être arrivé à une sorte de lumière de Porsche. Il m'a parlé de l'appartement qu'il avait visité, du soleil de l'après-midi qui éclairait le parquet du petit coin lecture. Je lui ai parlé du programme de bénévolat que j'avais repéré à la bibliothèque, où des retraités lisaient des histoires aux enfants après l'école. Nous avons échangé des plans comme des recettes, les passant jusqu'à ce qu'ils aient le goût de la maison. À un moment, il a attrapé la couverture et l'a bordée autour de mes genoux, comme je le faisais pour lui quand les dessins animés duraient trop longtemps et qu'il avait froid aux orteils. La courbure de la couverture me serra la gorge. J'ai inspiré et laissé les choses telles qu'elles étaient, la tendresse se propageant dans les deux sens. « Maman, dit-il au bout d'un moment, baissant la voix sous le poids de ses mots à table. Je ne suis pas encore prêt à partir. Je crois que je voulais dire plus que ce soir. Je voulais dire que je ne suis pas prêt à quitter cette façon d'être avec toi, honnêtement, sans cette armure que nous portons. Je ne veux pas revenir à la version où nous nous contentions d'échanger des nouvelles. Je veux garder ça. » Je me suis tournée et j'ai croisé son regard. Pour la première fois depuis longtemps, je nous voyais comme mère et fils, non pas comme deux rôles accomplissant des tâches, mais comme deux personnes capables de s'asseoir dans une pièce et d'admettre la vérité. Moi aussi, dis-je. Gardons-la. Nous sommes restés là jusqu'à ce que la lumière de la lampe semble faiblir et que l'heure se fasse suffisamment tardive pour que même notre silence paraisse somnole. Lorsqu'il se leva enfin, ce ne fut pas avec le demi-tour de quelqu'un qui sort précipitamment. Il se leva avec la lenteur de quelqu'un qui sait qu'il peut revenir demain, après-demain, et le surlendemain, non pas par devoir, mais parce qu'il le souhaite. À la porte, il marqua une pause et se retourna, comme le font les gens lorsqu'ils prennent une photo mentale. Je le vis voir les petites choses, les chaussures près du paillasson, le parapluie posé dans un coin, le silence autour des lettres sur la table basse. Il attrapa la poignée, puis se tourna vers moi et dit, « Encore une chose. Je t'aime. » Pas le « je t'aime » rapide des départs. La maison était redevenue silencieuse, mais pas vide. Le silence avait pris une nouvelle forme, comme une pièce réaménagée pour laisser entrer plus de lumière. Je suis retournée au salon,
J'ai soulevé la boîte en bois et j'ai choisi une lettre au hasard. Je ne l'ai pas ouverte, je l'ai juste tenue à deux mains, comme une promesse enfin prononcée à voix haute. Plus tard, au lit, j'ai fixé le flou du plafond et écouté les doux sons qu'une maison fait vers minuit. J'ai pensé à la façon dont l'amour change de visage au fil des ans. Autrefois, c'était une main stabilisant un vélo, puis une boîte à lunch déposée sur le pas de la porte. Ce soir, c'était une phrase prononcée dans une cuisine tandis qu'une bougie se consumait, « Je ne suis pas encore prêt à partir ». J'ai enfin compris que la surprise de ce soir n'était pas un secret qui surgissait dans l'obscurité. C'était quelque chose de plus doux, de plus courageux, la volonté de dire les choses difficiles en silence, tant qu'il est encore temps d'en faire quelque chose. Je me suis roulé sur le côté, regardant le rayon de lampadaire le long du rideau vaciller dans le courant d'air. Demain, je lui enverrai par SMS une photo de la charnière grinçante du garde-manger et je lui demanderai s'il veut la réparer dimanche. Il arrivera avec un bidon d'huile, et nous nous disputerons joyeusement à propos de l'étiqueteuse. Puis, nous mangerons une sucrerie et lirons une lettre à voix haute. Nous travaillerons sur les cadeaux, comme on apprendrait à jouer d'un nouvel instrument, maladroit au début, puis magnifique dans les petites améliorations que seules deux personnes remarquent. Avant de m'endormir, je me suis laissé retourner à la cuisine, aux deux verres, à la douce fumée d'une bougie qui avait fait son œuvre. J'ai vu, du plafond, une mère et son fils adulte rester un peu plus longtemps que prévu, constatant que parfois, les mots les plus surprenants ne sont pas ceux qui brisent une vie, mais ceux qui la réparent.